Bismillah, salatu salam à Rasoulillah. Bonjour, très chers étudiants. J'ai encore des problèmes, moi, avec cette technologie. Je vais essayer de partager mon cours avec vous, espérant que cette fois-ci, ça va marcher. Parce que moi, avec... oh, Bien. Alors, aujourd'hui, on va nous intéresser à la politique du prix. On a commencé ce cours d'initiation marketing avec une introduction, avec un chapitre sur ce que c'est que le comportement du consommateur. Ensuite, on s'est intéressé à la politique du produit, quoique j'ai rencontré beaucoup de problèmes pour l'enregistrement, comme quoi l'enseignement à distance n'est pas si évident que ça. Alors, aujourd'hui, on va donc nous intéresser au deuxième chapitre, c'est la politique du prix. Alors, quelle est la place de cette politique? Je replace le chapitre dans son contexte. Lorsqu'on a parlé la première séance de ce que c'est que le marketing, on a parlé de 3 niveaux, le marketing stratégique, le marketing opérationnel, le marketing direct. On avait dit le marketing opération, ce qu'on appelle communément les 4 P, le marketing mix. Donc, c'est le fait de nous intéresser à 4 variables principales. C'est premièrement la politique du produit, ça veut dire que le responsable marketing doit s'intéresser à ce que c'est que le produit. Qu'est-ce qu'il représente, pardon, qu'est-ce qu'il représente, ce produit, pour le consommateur et pour le producteur, quelle forme il doit avoir, il est destiné à qui, quel est l'emballage adéquat, quel est le niveau d'amélioration qu'on peut lui apporter il commence déjà à être connu. Donc, tout ceci, on les a étudiés normalement, la politique du produit, et à ce titre, entre parenthèses, essayer de réfléchir à des exemples sur que ce soit les types d'innovation, que ce soit sur les gammes et les lignes, parce que moi, je risque de poser des questions sur ça le jour de l'examen. Donc, une fois qu'on a le produit qui est fini, là, je parle de produit avec un grand P, ça peut être un produit ou un service. Maintenant, on va s'intéresser à un autre point tout aussi important qui est le prix. Ça veut dire, ce produit qu'on fabrique, on va le vendre à quel prix? Et ce chapitre-là, dans un objectif de simplification, je vais m'intéresser seulement à 2 points, la définition du prix et comment ou bien quelles sont les variables qui entrent dans la fixation du prix. Alors, c'est quoi un prix? Le prix, c'est la traduction économique de la valeur d'un produit sur un marché. Ça veut dire que nous, lorsqu'on achète, comme on l'avait expliqué pour la microéconomie, lorsqu'on achète un produit, on l'achète en attente des satisfactions euh, qu'on attend de ce produit. Ça veut dire que moi, j'achète une pomme parce que j'adore la pomme et que j'ai faim. J'achète le chocolat parce que c'est un produit que j'adore et que lorsque je le consomme, il me procure une satisfaction. Donc, lorsque j'achète, je donne une certaine quantité d'argent parce que je m'attends à percevoir ou bien à ressentir un certain niveau de satisfaction. C'est ça. Donc, le prix représente pour le consommateur un sacrifice ou au moins une contrepartie aux satisfactions qu'il attend. Ça veut dire que l'argent qu'on donne, bien sûr, c'est un argent qu'on a gagné, on a travaillé normalement pour gagner cet argent. Donc, si on le donne, c'est un sacrifice qu'on donne en contrepartie de la satisfaction qu'on attend du produit en question. Le prix peut aussi être défini comme étant la quantité d'argent nécessaire pour acquérir une certaine quantité d'un bien. Il est l'expression monétaire de la valeur de toutes les caractéristiques d'un bien. Ça veut dire que nous, lorsqu'on paie un prix pour acheter un produit, parfois, le prix ne concerne pas seulement le produit lui-même. Il concerne aussi un certain nombre un certain nombre de choses et de matériaux qui sont achetés avec le produit afin de faciliter son utilisation. D'un côté, mais on achète aussi un certain nombre de caractéristiques. On va voir que lorsqu'on achète un produit, le prix qu'on paie, c'est le prix et du produit et aussi d'un certain nombre de choses qui entourent ce produit-là. Donc, le prix est l'expression monétaire de la valeur de toutes les caractéristiques du produit. Excusez-moi, je vais voir est-ce que, pour ne pas commettre la même faute que tout à l'heure, est-ce que ça se passe bien?
Mhm. Euh, Donc, normalement, ça se passe bien, normalement. Parce que moi, avec cette technologie, j'ai des soucis énormes. Voilà. Donc, j'avais dit que le prix, c'est l'expression monétaire de toutes les caractéristiques du produit. Par exemple, exemple de caractéristiques, c'est que lorsqu'on achète un produit, mhm, on a des caractéristiques techniques objectives. Ça veut dire que, regardez, lorsque j'achète une voiture, ça va, le prix, ça concerne, j'achète une voiture. Supposons qu'on est deux. Moi, je vais acheter une voiture et une autre amie, elle va acheter à peu près, bon, la même voiture. Sauf que, par exemple, moi, je vais acheter une voiture avec les jantes aluminium, avec la climatisation, avec le siège en cuir. Voyez-vous? Donc, le prix de ma voiture, il comprend le prix de la voiture en question, le moteur, etc., plus le prix de ses attributs, ou bien, si vous voulez, des caractéristiques techniques que j'ai ajoutées. Donc, c'est normal que le prix de la voiture, il comprend et le prix, je dirais, de la voiture vide, plus le prix de certaines caractéristiques techniques que j'ai ajoutées. Donc, le prix de ma voiture que j'ai achetée, il comprend, comme j'avais dit, et la voiture et les caractéristiques techniques que j'ai ajoutées. Plus, il y a aussi parfois, on paie aussi les caractéristiques commerciales, le packaging, le lieu de vente, les garanties. Moi, je donne à mes étudiants le cas lorsqu'on achète une voiture, bon, une voiture, un téléviseur. Par exemple, auprès d'un distributeur, on achète le téléviseur avec les garanties 2 ans, avec l'emballage. On peut acheter le même téléviseur, par exemple, c'est pas moi, ça va, c'est sans garantie. Donc, le produit, il va être un prix inférieur. Donc, moi, lorsque j'achète le produit, j'achète avec lui aussi ses caractéristiques commerciales. De même, on peut acheter aussi, donc intégrer dans le prix des services, conseil d'utilisation, facilité de livraison, de réapprovisionnement, d'emploi, de maintenance. Ça veut dire acheter un produit avec un contrat de maintenance. Là, ça se fait aujourd'hui. C'est lorsque j'achète un ordinateur et normalement, il me dit si vous voulez acheter l'ordinateur tout seul, c'est un prix. Si vous voulez acheter l'ordinateur avec le pack maintenance pendant 2 ans, et avec une garantie pour trouver les pieds si jamais vous les cassez, il y a un autre prix. Donc, le prix que je paye, c'est le prix du produit, plus, si vous voulez, normalement, le prix de ce service. Il y a aussi les caractéristiques subjectives, l'image de marque, l'image de l'entreprise, l'idée que je me fais. Par exemple, moi, parce que moi, c'était une matière que j'enseigne, ça fait 15 ans, lorsque ma fille était petite, pour acheter les barrettes, actuellement, les barrettes, les cheveux, on pouvait soit aller Jastef, à l'époque, c'était Big Deal. Big Deal, c'est une enseigne qui vendait les boucles d'oreilles, les foulards, les barrettes, etc. pour les filles. Donc, mais les barrettes, ils étaient jamais inférieurs à 15 dirhams. On pouvait trouver à peu près les mêmes produits à un autre quartier beaucoup moins cher. Mais bien sûr, lorsque je vais chez Big Deal, c'est mon image. Donc, vous voyez, moi, j'achète au-delà du parti, l'image du prix du produit, c'est l'image que je me fais moi de moi-même. Je ne vais pas gaspiller mon temps pour aller vers des quartiers très populaires. Il y a des gens qui se disent ça. Donc là, moi, lorsque je paie le prix d'un produit, le prix, il comprend et le prix du produit lui-même et aussi le prix, je dirais, du lieu où je vais acheter, de l'accueil normalement dans le magasin. Tout ça, donc, toutes ces caractéristiques font partie du prix. Donc, voyez-vous, le prix qu'on paie ne concerne pas seulement le prix, je dirais, les caractéristiques techniques du produit, mais il comprend autre chose. Alors, le prix, lorsque vous avez étudié à la microéconomie ou bien même l'initiation à l'économie, on vous a dit que le prix, c'est la résultante de la confrontation entre l'offre et la demande. C'est ça. Ce qui fait, lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix est élevé. Le prix est bas. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix est très bas. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, le prix est haut. C'est ce qu'on vous a expliqué. Et que cet équilibre entre l'offre et la demande, c'est lui qui fixe le prix. Ça,
en théorie économique. La réalité, le prix, comme on va le voir, il est impacté par d'autres valeurs. Les décisions relatives au prix sont très complexes. Moi, je vous donne un exemple. Parfois, l'entrepreneur qui produit le bien, ou bien même le distributeur, ne sont pas libres de fixer le prix. Il y a d'autres, par exemple, il y a des, ce qu'on appelle ça, des contraintes légales. Ça veut dire que parfois, la loi fixe une fourchette de prix. Par exemple, pour les produits de première nécessité, ce n'est pas le producteur ou le distributeur qui fixe le prix. L'État, par des lois, fixe la fourchette des prix. Par aussi, un autre contexte ou bien une autre variable qui fixe le prix, c'est la concurrence. Aujourd'hui, on est obligé de nous adapter au prix du marché. Donc, voyez-vous, le producteur n'est pas libre de fixer le prix. Il doit essentiellement étudier le marché et étudier la loi. Donc, l'entreprise n'est pas toujours libre de fixer le prix. Il existe des contraintes légales ou de concurrence, donc les deux. Il y a la contrainte légale, c'est la loi, et parfois c'est la concurrence qui oblige, qui empêche ce producteur de sortir des fourchettes de prix. Alors, pour fixer leur prix de vente, les décideurs doivent prendre en considération, bien sûr, pour fixer un prix, d'après la comptabilité, on prend en considération les coûts. On calcule quels sont les coûts, combien m'a coûté ce produit. Parce que pour produire un bien, j'ai fait des études, donc j'ai payé des chercheurs, j'ai acheté les matières premières, j'ai acheté les machines, j'ai recruté les gens. Donc, la comptabilité me permet de calculer le coût, que ce soit le coût général ou le coût unitaire de ma production. Donc, les coûts impactent la fixation des prix. Aussi, la demande. Ben oui, pour fixer le prix, je dois voir quel est le pouvoir d'achat de ma client cible, la concurrence. Je dois voir, bien sûr, je ne peux pas trop me déconnecter ou bien trop dépasser le prix des concurrents et aussi l'environnement. Toutes ces variables, on va les voir. On va voir chacune d'elles, on va voir comment chacune d'elles impacte la fixation des prix. Donc, on va s'intéresser à l'approche par les coûts, la fixation des prix à partir de la demande, la concurrence et la fixation des prix et la modulation des prix. L'approche par les coûts, comme j'avais dit, c'est la première caractéristique ou bien la première variable qui nous permet de fixer le prix. La première des choses à faire, c'est calculer les coûts. Donc, on essaie de voir quels sont les coûts variables et les coûts fixes qu'on a dépensés pour produire ce bien. Donc voilà, la fixation des prix à partir des coûts est facilitée par la disponibilité et le caractère objectif des informations comptables sur les coûts. Pourquoi objectif? Parce que on a des factures. Donc, on ne peut pas dire c'est approximativement 30, approximativement 40. On a des factures qui justifient quelles sont les dépenses faites pour la production de ce bien. Le prix doit couvrir, bien sûr, les coûts variables et les coûts fixes. Et bien sûr, on ajoute à ces coûts totaux une marge. Par exemple, je peux me dire, moi, je voudrais gagner 20%. Donc, comment fixer le prix? Je vais écrire le prix de vente égale le coût total, donc coût fixe plus coût variable, plus la marge par coût variable. Ça veut dire que ça va être le coût total plus, par exemple, 20% de coût total. Donc là, et comme ça, je fixe le prix. Alors là, donc là, c'est comment on les calcule. On a donc deux méthodes pour fixer le prix par les coûts. C'est le full costing et le direct costing. C'est à peu près la même chose, vous allez voir que la différence est subtile. Alors, le full costing, c'est que on se dit le prix de vente égale le coût total, qui est coût variable plus coût fixe, plus une marge fois le coût total. Donc, donc si vous voulez, c'est le full costing. Cette méthode consiste à calculer le prix de revient unitaire complet, donc coût variable plus coût fixe, et d'y ajouter un montant donné de marge nette. Donc, on se décide, je voudrais gagner 10%, 15%, 20%, ça dépend du marché. Pour le direct costing, ça c'est une autre approche. On se dit, pourquoi indexer la marge sur la variation du coût total? Alors que nous, on sait que le coût total est égal au coût fixe plus coût variable. Donc, le coût fixe, il est fixe. Il ne va pas augmenter tout au long de l'année.
Donc, vaut mieux indexer la marge sur le coût variable. Dans ce cas-là, le prix de vente va être égal le coût fixe plus coût variable, plus une marge fois le coût variable. Vous voyez, c'est ça la différence entre le full costing ou le direct costing. Donc là, c'est la subdivision des coûts en coûts variables et fixes permet d'expliquer le concept de point mort. Et là, vous l'avez, vous rappelez, on avait étudié le point mort ou ce qu'on a aussi appelé le seuil de rentabilité. Le point mort, c'est le point où le coût est égal à les coûts fixes plus variables est égal aux recettes. Donc, on commence, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé à avoir je dirais, une valeur ajoutée. Donc, c'est le seuil de rentabilité. Ça veut dire qu'à partir de ce point, on commence à avoir une certaine rentabilité. Donc, on a parlé de la fixation des prix par les coûts. Maintenant, on passe à la fixation des prix à partir de la demande. Alors, le prix est aussi considéré par le consommateur comme étant un élément d'information de la demande. Lorsqu'on a étudié la microéconomie, vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié l'effet de substitution, l'effet de revenu et les élasticités, on a pu constater que la demande, vous vous rappelez la courbe d'Angel. Vous voyez, la courbe d'Angel, c'est une courbe qui lie les différentes quantités de X au revenu. Et on avait dit que le consommateur est très sensible à toute variation du prix. Chaque fois que le prix varie, la quantité achetée varie. Donc, moi, en tant qu'entreprise, lorsque je veux produire un bien et que je calcule le coût, je me dis, est-ce que mes consommateurs cibles ont la possibilité et le pouvoir d'achat pour acheter mon produit? Pour ce faire, je dois faire attention à un certain nombre de variables. Donc, je dois faire attention au degré de sensibilité de la demande à toute variation du prix. Je dois aussi faire attention à, je dirais, à la signification du prix et sa relation avec la qualité pour mes clients cibles. Je dois aussi faire attention à quelle information je vais circuler lorsque je vais fixer le prix. Et bien sûr, je dois aussi voir que mon produit, il peut être vendu normalement, le même produit peut être vendu à des prix différents en fonction des clients. Et on va expliquer chacune d'elles. Alors là, c'est la demande. Vous vous rappelez, lorsqu'on a calculé l'élasticité, lorsqu'on a étudié l'élasticité, on avait dit qu'il y avait 3 types d'élasticité, n'est-ce pas? L'élasticité prix, l'élasticité revenu et l'élasticité croisée, n'est-ce pas? Alors, l'élasticité prix nous permet de déterminer la sensibilité de la quantité achetée à toute variation du prix. Et vous vous rappelez, on trouvait qu'il y avait 3 cas. Le cas où la demande est élastique, le cas où la demande est inélastique et le cas où l'élasticité est unitaire. Alors, le cas où la demande est élastique, ça veut dire que sur ce marché-là, il y a une grande sensibilité de la quantité achetée à toute variation du prix. Ça veut dire que chaque fois que le prix varie d'une unité, la quantité achetée va varier de sens contraire de plus que ça. Dans ce cadre-là, le producteur n'a pas intérêt à trop s'éloigner du prix du marché. Parce que c'est un marché très concurrentiel. C'est le cas, par exemple, du marché, les rayons du lait. Lorsque vous allez maintenant dans n'importe quel distributeur, vous allez trouver le rayon du lait, on a les prix, ils sont à peu près, je crois maintenant, le litre, il est à 8 dirhams 95. C'est à peu près, tous les marques, ils vendent le 1 litre à 8,95. La même chose pour les yaourts. On va trouver que tous les yaourts, à peu près, ils ont le même prix. Donc là, dans un marché qui est très concurrentiel, les producteurs doivent s'aligner sur le prix du marché, sauf s'ils arrivent à justifier la variation du prix. C'est-à-dire qu'on peut être une entreprise qui produit un bien à un marché très concurrentiel, mais si on arrive à justifier je dirais, une légère différence de prix, on peut le faire. Ici, moi je donne toujours le cas de Nutella. C'est le chocolat à tartiner. Le marché du chocolat à tartiner, il y a plusieurs marques. Mais Nutella, elle a toujours un prix légèrement supérieur. Et malgré ça, elle marche très très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a pu convaincre les clients de l'objectivité de ces différences de prix en disant que si ils ont un prix légèrement supérieur, c'est parce que les noisettes proviennent, je dirais, d'un territoire de l'Italie bien spécifique,
le chocolat, ils achètent un chocolat supérieur. Donc, ils ont réussi à justifier cette variation du prix. Mais normalement, lorsqu'on intervient dans un marché très concurrentiel, on n'a pas intérêt à nous, je dirais, nous éloigner du prix du marché. Donc, l'élasticité de la demande est très importante. Aussi, alors, deuxième point, le prix désigne la qualité. Pour fixer le prix, on doit étudier aussi la demande et étudier le client cible parce qu'il y a des gens qui, pour eux, le prix est très important. Si vous fixez un prix bas, ils peuvent croire que le prix bas signifie une qualité inexistante ou très faible et un prix élevé signifie une qualité supérieure. Donc, nous, en tant que, je dirais, producteurs ou distributeurs, on doit faire attention à notre client cible pour voir quels éléments d'information peuvent être traduits par notre prix. Troisième point, c'est l'élément d'information. C'est que, vous savez que chaque consommateur, il a, je dirais, une échelle de référence. Moi, je m'explique. Deux personnes peuvent partir acheter un produit qui est nouveau. Voilà. Une peut dire que le prix est intéressant, l'autre peut dire que le prix est cher. Donc, sur quels critères on se base pour dire que le produit est cher au bon marché? C'est que chaque client, ou bien chaque catégorie de clients, il a une échelle de référence. Et donc, moi, en tant qu'entreprise, je dois étudier mes clients cibles pour voir ils sont sensibles à quoi. Il y a des gens, pour eux, par exemple, lorsqu'on achète un produit qu'ils aiment beaucoup, le prix n'est pas important. Mais lorsque c'est un produit, par exemple, il y a des gens, par exemple, moi-même, lorsque j'achète quelque chose, par exemple, la cuisine, pour moi, c'est pas très important d'acheter des produits qui sont très chers. Parce que la cuisine, c'est des produits qu'on utilise beaucoup, qui vont être amortis, qui vont être cassés. Il vaut mieux acheter des qualités moyennes et prix moyen. Mais lorsque je veux acheter, par exemple, du chocolat, là, je donne beaucoup d'importance à ce produit parce que c'est un produit avec lequel j'ai une relation particulière. Ce qui fait, le prix peut être un élément d'information très important pour le client cible. Et cette vérité-là impacte normalement ma fixation du prix. Quatrième point, la segmentation du marché. Alors, le marché n'est pas homogène. Il y a plusieurs types de consommateurs. Il y a des gens pour lesquels, il y a des gens qui achèteront toujours le prix le plus bas, même s'ils sont aisés, ils ont de l'argent, ils essaient toujours d'acheter je dirais, le meilleur, normalement les prix les produits qui représentent ce qu'on appelle l'entrée de gamme, des produits de basse qualité. Il y a d'autres personnes qui vont essayer d'acheter le meilleur rapport qualité-prix. Il y a d'autres clients qui essaient d'acheter les produits qui protègent l'environnement. Donc, le marché est homogène, ce qui fait, moi, en tant qu'entreprise, je dois faire attention à mon client cible et véritablement fixer le prix qui convient à mes clients cibles. Donc, on a parlé des coûts dans la fixation, l'impact des coûts dans la fixation des prix. On a parlé de l'impact de la demande dans la fixation des prix. Maintenant, on passe à la concurrence, à la fixation des prix. Nous, on sait lorsque on intervient dans un marché très concurrentiel, on a le prix du marché. Ce qui fait le producteur, il a le choix entre fixer un prix supérieur au prix du marché, un prix égal au prix du marché ou bien un prix inférieur au prix du marché. Ça, c'est la théorie. La pratique, le producteur n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, fixer un prix inférieur au prix du marché est interdit par la loi. On appelle ça le dumping par les prix. C'est interdit par la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises fortes qui intègrent un marché où il y a 3 ou 4 entreprises, par exemple, qui normalement qui essaient de fixer un prix moyen. Alors l'entreprise, elle peut se dire, moi, pour casser cette concurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer un prix très bas. Comme ça, les entreprises qui existent vont perdre, ils vont fermer et je vais rester toute seule et on aura le monopole. Et vous savez que dans le cadre du monopole, le monopole, c'est l'entreprise qui fixe les prix qu'elle veut. Et dans ce cadre-là, c'est le consommateur qui va être lésé. Alors aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on a une loi qui protège la concurrence. Au Maroc, on a une loi qui s'appelle la loi sur la liberté des prix et de la concurrence,
Et aussi, on a une institution, c'est le Conseil de la concurrence, qui veille normalement au respect, au respect des règles de concurrence et aussi qui interdit de fixer un prix très bas par rapport au prix du marché. Mais une entreprise peut fixer un prix bas approximativement pendant un moment, par exemple, pendant la période du lancement du produit. On peut le faire, mais pas continuellement. La loi interdit de fixer un prix normalement très bas par rapport au prix du marché. De même, fixer un prix supérieur au prix du marché n'est pas évident parce que si jamais on a 3 ou 4 produits ou bien 5 produits dans le marché, on a 3 qui sont à peu près très proches du prix du marché et on a un qui est trop cher par rapport au prix du marché alors qu'il ne représente pas une grande différence, ça veut dire que ce produit-là ne va pas marcher et l'entreprise va fermer. Donc là, le producteur, il a intérêt à soit s'aligner au prix du marché, soit s'éloigner un tout petit peu, mais en justifiant ces différences du prix. Sinon, les consommateurs ne vont pas acheter leurs produits. Donc, et là, j'ai expliqué dans ce diapositive tout ceci. Il nous reste maintenant la modulation du prix. Ça veut dire qu'un produit, un même produit peut être vendu à des prix différents selon les catégories de clients. Les principaux types de modulation de prix pratiqués sont l'écart de prix.